Donc je remercie l'IFRI à mon tour pour organiser cette conférence à un moment important de l'examen du paquet législatif européen, une énergie propre pour tous les Européens. Donc au moment de la parution des projets de rapports parlementaires, de ceux de M. Carins sur les textes marché intérieur de l'électricité, M. Blanco-Lopez sur la directive énergie renouvelable, M. Turmes, Mme Rivasi sur le règlement gouvernance de l'Union de l'énergie. C'est aussi le moment du démarrage de la présidence estonienne au 1er juillet qui va donc s'activer assez fortement pendant le semestre à venir sur ces textes-là au Conseil. Je tiens à excuser l'absence de François Brottes qui a été retenu à Paris. Les temps sont un peu mouvementés, enfin en tout cas actifs sur un plan politique. Il n'a pas pu faire le déplacement aujourd'hui et il vous demande de bien vouloir le pardonner. Il m'a demandé de le représenter, donc il me revient de prononcer quelques mots d'introduction et du point de vue d'un opérateur de réseau de transport qui est RTE en Europe sur ces ambitions du paquet énergie propre. Peut-être RTE en quelques chiffres tout d'abord. Donc nous sommes un réseau de transport d'électricité exploitant plus de 100 000 km de liaisons électriques en France sur les territoires métropolitains. Donc liaisons électriques à haute et très haute tension du 400 kV au 63 000 volts. Accompagné de 22 000 km de fibres optiques, 8 500 collaborateurs au sein de l'entreprise, environ 500 clients directement raccordés au réseau, qu'ils soient clients industriels, distributeurs ou producteurs, des investissements stabilisés à 1,5 milliard d'euros par an et qui génèrent, on estime, 30 000 emplois indirects sur le territoire français. J'ajouterais qu'on a désormais un bureau à Bruxelles de représentation, donc avec Marine et Naomi qui sont à votre disposition en cas de besoin de contact ou pour toute interrogation, n'hésitez pas. Voilà pour cette première présentation. J'articulerai mon intervention en 3 temps, dont le premier c'est de s'interroger sur le rôle des opérateurs de transport d'électricité à l'horizon 2030 dans un monde électrique qui est en pleine évolution, en pleine transition. Où devons-nous regarder? D'une part, vers les objectifs européens énergie-climat, comme le rappelait en introduction tout à l'heure. Nous regardons vers l'Union de l'énergie, la gouvernance, le paquet énergie propre déjà mentionné. Et puis, nous regardons une évolution qu'on qualifie en 3D. Donc, ce sont les décarbonations, ou décarbonisation, d'ailleurs, je ne sais jamais, décentralisation, et puis le mouvement vers le digital. Cette transition, c'est vers une nouvelle donne que vivent déjà, en fait, tous les acteurs du système électrique. Et mon propos sera de montrer que les réseaux de transport d'électricité en constituent encore et toujours un maillon essentiel pour bien longtemps, je pense. Alors, je vais donner quelques chiffres, peut-être pour illustrer mon propos, autour de quelques mots-clés. Donc, le premier mot-clé, sur lequel je pense que les intervenants de la journée vont revenir à certains moments. Premier mot-clé, c'est celui de la décarbonation. Pardon. Donc à l'échelon européen, la production d'énergie renouvelable dans l'Union a progressé de 75% entre 2004 et 2014 à peu près, ce qui équivaut à une augmentation moyenne supérieure de 5% par an. En moyenne, sur le périmètre d'ENSOE, la part de conso électrique couverte par les énergies renouvelables, en incluant l'hydroélectricité, est aujourd'hui d'environ 33%, ce qui est important déjà. À l'échelon français, le mix énergétique est peu émetteur de CO2 du fait de l'hydroélectricité et du nucléaire. Et il y a aussi des objectifs volontaristes, je pense que le représentant du ministère y reviendra, fixés en particulier par exemple pour le développement de grands parcs éoliens offshore au large des côtes françaises. Il y a 6 projets en cours de développement, 500 MW chacun, et ces parcs seront raccordés au réseau de transport de RTE. Donc c'est un exemple que je prends pour montrer que la place du réseau de transport est encore là dans le mouvement de décarbonation du mix électrique que nous avons. Pour nous, il s'agit de relier à moindre coût les zones à excédent de production à celles qui sont fortement consommatrices, agglomérations, zones littorales, qui ne sont pas forcément autosuffisantes en termes de production, bien entendu. Puis d'assurer l'intégration des marchés, la solidarité européenne. On a 50 liaisons d'interconnexion aux frontières du réseau français et 341, pour être précis, je crois, liaisons d'interconnexion au sein de l'Union européenne. Je n'oublie pas dans cette suite de chiffres que la décarbonation, c'est l'efficacité énergétique qui conduit aujourd'hui à une vision stabilisée de la consommation française. Pour la première fois en 2016, le bilan prévisionnel de RTE prévoit une stabilisation, voire une légère décroissance de la consommation électrique de la France à l'horizon 2020 de l'ordre de 8 TWh. Et sous l'effet des efforts d'efficacité énergétique qui viennent compenser l'accroissement d'usage d'électricité. Le deuxième mot-clé de mon intervention concerne la décentralisation du système électrique. Cette décentralisation, c'est bien sûr l'essor des productions d'énergie renouvelable au niveau des réseaux de distribution.
En France, en 5 ans, les puissances installées des parcs offshore, éoliens et photovoltaïques sont passées d'un total d'un peu plus de 6 gigawatts fin 2010 à plus de 16 gigawatts fin 2015, et on est sur un rythme de 1,7 gigawatts par an d'accroissement. Ce qui n'est plus marginal au regard du parc de production français total d'un peu plus de 100 gigawattheures. On est déjà à plus de 15%, on va dire, de puissance installée pour le photovoltaïque et l'éolien terrestre. Cette décentralisation, cette installation de parcs de production photovoltaïque et éolien se fait majoritairement sur les réseaux de distribution, à 95% sur les réseaux de distribution. Par conséquent, pour le réseau de transport, c'est moins de soutirage en énergie. Les soutirages, d'ailleurs, on le constate depuis 2 ans, ont amorcé une tendance baissière de l'ordre de 0,6% de baisse par an, après correction d'aléas climatiques. Phénomène aussi nouveau, 25% des points de livraison aux distributeurs ont même été injecteurs vers le réseau de transport en 2016, ce qui est une sorte d'inversion ponctuelle des flux, si vous voulez, ce qui montre effectivement que le réseau se comporte différemment, il n'est plus dans une orientation unique du haut vers le bas, si j'ose dire. On a des interactions qui deviennent plus compliquées. Et pour RTE, c'est une nécessité d'adapter le réseau et le fonctionnement du système à des situations régionales très différentes, très disparates, pour assurer la solidarité entre territoires à tout instant. Des zones de production d'éolien, par exemple en Picardie, et je ne parle pas de l'offshore, là je reviens sur le terrestre, ne sont pas toujours celles de la croissance de consommation. La zone picarde est excédentaire de production dès qu'il y a du vent dans la zone. Les choix de dimensionnement des réseaux donc deviennent un peu plus compliqués, plus variés, plus complexes pour les opérateurs de réseau, avec une volatilité croissante des appels à la puissance. Les appels à la puissance locaux de consommation à certains moments sont pas les mêmes que des appels plutôt des injections de puissance à d'autres endroits de production et non corrélés les uns aux autres. On n'est plus dans la vision des années 80 du réseau où en fait c'est la consommation qui tirait l'usage des réseaux et des soutirages. On voit la même chose sur les flux aux interconnexions, signe que le même phénomène se passe en fait sur tous les pays européens. C'est sans doute pas une nouvelle que j'apporte ici, mais ça se voit très bien. En énergie en moyenne, on voit peut-être moins de flux quand on ajoute tous les flux aux interconnexions sur l'année. Pour autant, ils sont beaucoup plus variables. Donc il y a un effet, je dirais, d'adaptation du réseau et de rôle assurantiel pour gérer la volatilité des flux. Troisième mot-clé que je voulais aborder, c'est celui donc de la digitalisation. Une révolution numérique, c'est une rupture technologique, mais aussi sociologique assez importante, voire majeure, mais aussi une opportunité sans précédent pour adapter notre réseau et nos fonctionnements à la nouvelle donne du système électrique. C'est le champ d'utilisation des données qui est presque infini et peut tout aussi bien avoir trait à l'exploitation du réseau pour optimiser les transits, à la maintenance de ce réseau pour le contrôle du vieillissement des matériels par exemple, ou à la gestion des clients pour programmer des effacements ou ce genre de choses. On estime que le volume des données que gérera RTE sera multiplié par 10 en quelques années avec les comptages, le relevé d'observation du réseau, on va utiliser des drones, tout ça multiplie les données disponibles. Nous installons aussi des nouveaux postes électriques de nouvelle génération, je dirais bourrés de capteurs et de numérique, pour rendre plus flexible et optimiser les capacités d'accueil du réseau localement. Notre objectif est d'un gain de 30% des capacités d'accueil des productions ENR autour de ces postes de nouvelle génération. J'en profite un moment de publicité, vous me pardonnerez, mais on développe aussi des applications à l'intention du grand public. Vous pouvez tous télécharger gratuitement l'application Eco2Mix, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, sur vos smartphones. Cette application donc, qui est développée par RTE vous permet d'avoir toutes les informations possibles en temps réel sur le système français, des consommations nationales, voire régionales, les productions par filière, les échanges transfrontaliers aux interconnexions. Donc RTE entend placer cette innovation au cœur de son métier et conjuguer électricité et digital. Ça fait partie de notre stratégie industrielle désormais. Et on souhaite accompagner les acteurs de l'énergie qui développent de nouveaux modèles économiques autour des solutions de flexibilité. On pourrait parler d'ubérisation du système électrique. On ne lutte pas contre, il faut savoir l'accompagner, mais ça demande du temps et des efforts. Sur ce sujet, donc, RTE s'associe actuellement à son homologue estonien Elering pour organiser une conférence à Tallinn le 18 septembre à l'occasion de la présidence estonienne sur le thème de l'hybridation des réseaux électriques et des solutions digitales pour apprendre à conjuguer électricité et numérique. J'en arrive maintenant au deuxième temps de mon intervention qui revient à s'interroger comment RTE doit faire bouger les lignes en faisant preuve d'agilité tout en accomplissant ses missions fondamentales au service de l'intérêt général et du système électrique. Notre défi en tant qu'opérateur du réseau de transport, c'est de réconcilier plusieurs échelons. L'échelon local, le national, l'échelon européen.
Comme je viens de le rappeler, le GRT reste un acteur central de solidarité entre toutes ces échelles de territoire. On peut dire que le réseau de transport fait un peu battre le cœur du système électrique français, et par sa position géographique, il est un carrefour important du système électrique européen. Au cours des dernières années, une véritable Europe de l'électricité s'est progressivement construite, plus étroitement interconnectée et intégrée. Elle l'est plus, par exemple, que le marché de l'électricité aux États-Unis, je crois. On a 525 millions de citoyens européens qui bénéficient d'un système électrique sûr et robuste, qui assure les nécessaires solidarités pour surmonter les aléas, qui apporte les avantages de l'un des plus vastes marchés de l'électricité au monde, relié par plus de 300 000 km de lignes. Mais je n'oublie pas que c'est aussi l'enjeu d'acceptabilité des infrastructures, qui font face à beaucoup d'oppositions locales, en termes d'acceptabilité par les riverains ou en termes environnementaux, alors que ces infrastructures restent essentielles pour la réalisation des objectifs énergie-climat dont nous avons parlé, et de solidarité entre territoires. Par exemple, RTE, aujourd'hui, en terre, développe de manière souterraine plus de 95% de ses lignes à haute tension, 90 kV et 63 kV, pour assurer cette compatibilité avec les attentes locales. On a aussi au niveau européen des projets d'études et de recherche, le projet LIFE par exemple, sur les conditions d'acceptabilité et d'insertion des réseaux dans l'environnement. Donc même dans un contexte en pleine mutation, le réseau de transport d'électricité reste un maillon essentiel, la colonne vertébrale du système électrique. Et nous, en tant que GRT, nous avons des missions d'intérêt général spécifiques que nous, acteurs, ne va assumer à notre place. D'abord, le réseau de transport, on le sait, c'est une infrastructure vitale essentielle, un élément de solidarité au meilleur coût pour les clients et la collectivité. J'en ai déjà parlé. Deuxième mission, la sûreté d'exploitation du système électrique et sa sécurité d'approvisionnement à tout instant, l'équilibre offre-demande en tout point du territoire, mais dans un système qui est désormais plus complexe et beaucoup plus incertain, avec des aléas de puissance, des aléas de consommation qui ne sont pas corrélés, comme je l'ai déjà dit. Peut-être un exemple, celui du passage sans trop d'encombre de la vague de froid de janvier 2017, qui a pas mal mobilisé les opérateurs au niveau régional. Il y avait des indisponibilités du parc français. Il y a eu beaucoup de solidarité de fonctionnement entre les différents réseaux. Et je pense qu'on peut dire que le modèle co-réseau de coopération entre les GRT de la zone ouest européenne a montré son efficacité et a fonctionné pour passer cette vague sans trop d'encombre. Par ailleurs, les GRT se voient aussi confier le rôle souvent de maître d'œuvre pour élaborer de nouveaux mécanismes en coopération avec les acteurs toujours plus nombreux et évidemment sous l'égide des pouvoirs publics. RTE met son expertise et sa neutralité au service de l'intérêt collectif pour adapter des solutions de mécanismes de marché et adapter les mécanismes existants. Bon, là, je ne reviendrai pas sur les codes de réseau qui constituent le corps de normalisation technique aujourd'hui commune à l'ensemble des GRT européens et qui font l'objet d'un travail de déploiement encore en cours. Par exemple, la mise en place d'un mécanisme de capacité en France qui a été étudié par la DG Concurrence de la Commission européenne, dont le but est de donner des signaux aux investissements nécessaires à la sécurité d'approvisionnement à l'horizon de quelques années. Autre exemple récent, peut-être que Domitil y reviendra, la feuille de route sur l'équilibrage du système électrique français qui fait l'objet d'une consultation actuellement, mais je ne rentrerai pas trop dans ces sujets techniques. On a délibéré la semaine dernière. Excuse-moi, j'ai un temps de retard. Donc vous êtes d'accord. Bon, et tout ceci, effectivement, l'engagement européen de RTE est fort. Depuis la création de ENSOE en 2009, par exemple, RTE s'est fortement engagé dans les travaux de l'association avec les 42 autres GRT de 34 pays. RTE, donc j'ai déjà mentionné, a été l'un des tout premiers GRT qui a donné corps à la coopération régionale de co-réseau sur la zone centre-ouest Europe. Et puis, nous avons mis en place progressivement le couplage des marchés sur 19 États membres, désormais rassemblés au sein d'une zone d'échange unique. Lorsque les capacités d'interconnexion ne sont pas saturées entre deux marchés, les prix des deux marchés sont identiques, ce qui procure des avantages aux acteurs et aux consommateurs. En plus, on a développé des mécanismes de flow-based pour assurer l'utilisation au mieux de ces interconnexions, et on développe encore de nouvelles recherches à travers le projet TER, par exemple en association avec nos amis GRT voisins. Donc RTE fait le choix de l'avenir en se définissant comme un acteur agile, évolutif, innovant et aussi européen. Et nous avons appelé de nos voeux une réforme du marché de l'électricité devenue nécessaire pour adapter celui-ci à la nouvelle donne du système électrique. Donc c'est là où je viens à mon troisième et dernier temps d'intervention. Comment le paquet énergie propre pour tous les Européens peut-il répondre aux défis de dans la transformation du système électrique de demain? Évidemment, du point de vue du GRT que je suis, je ne m'exprimerai que de ce point de vue-là.
Donc, les chantiers lancés par la Commission européenne dans le paquet législatif sont nombreux et structurants. Ils sont ambitieux, faire de l'Union européenne un leader mondial en matière d'énergie renouvelable, accentuer les efforts d'efficacité énergétique, poursuivre l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre, mettre les consommateurs au centre de l'union de l'énergie et créer des conditions équitables pour tous, faire de la transition énergétique un facteur de croissance et de création d'emplois. Alors, face à ces ambitions, l'heure est parfois au questionnement du rôle et des responsabilités des opérateurs de réseaux de transport d'électricité. Néanmoins, je pense que ces opérateurs, nous, resteront pour longtemps la colonne vertébrale du système électrique dans un environnement plus complexe et sans doute plus incertain. Donc il s'agit pour RTE et ses homologues GRT d'accompagner au mieux la réalisation des objectifs du paquet énergie propre, tout en assurant nos missions fondamentales que j'ai déjà mentionnées. La construction européenne, je pense, a tout intérêt à bâtir sur l'existant et valoriser des modèles efficaces qui ont fait leurs preuves. Je ne veux pas jouer en défense, comme on dit au football, mais il s'agit pour nous d'être force de proposition et surtout de propositions efficaces. Par exemple, et je prendrai là quelques noms exhaustifs, le renforcement du dialogue et de coopération régionale. Donc, nous mettons en place les Regional Security Coordination Initiative, les RSC, initiatives volontaristes mises en place par les GRT, donc Coreso à Bruxelles, TSC à Munich, pour coordonner la sécurité d'exploitation des réseaux européens à une maille régionale, qui nous semble la maille efficace et qui fait ses preuves. Nous reconnaissons la nécessité de créer ces coopérations régionales là où elles ne fonctionnent pas encore, mais nous ne saurions pas mettre en place un centre de coordination aujourd'hui sur l'ensemble de l'Europe. Ce serait trop complexe en termes de calcul, de capacité opérationnelle. Et à l'échelle du continent européen, aujourd'hui, la tâche ne nous semble pas accessible. Pas plus d'ailleurs qu'il en existe aux États-Unis. On met en garde aussi contre une vision un peu trop bureaucratique qui peut apparaître dans les propositions sur les approches régionales. Il s'agit de ne pas stériliser ce qui fonctionne déjà, il ne s'agit pas d'imposer l'uniformisation à des situations qui peuvent être très différentes, avec un cadre exagérément contraignant et des périmètres trop rigides. C'est pourquoi RTE se félicite de l'approche que le rapporteur Carins a développée dans son projet de rapport, en écoutant les préoccupations des GRT, des TSO, en montrant une ouverture aux efforts déjà réalisés et ceux qui sont programmés dans les codes de réseau récemment adoptés. Puisque en 2019, les Regional Security Coordination Initiative devront être implémentées sur l'ensemble des régions européennes. Donc, sur le plan technique, nous recommandons de bâtir sur les codes de réseau et se concentrer dans un premier temps sur leur mise en œuvre. Sur un plan plus politique et institutionnel, nous recommandons aussi de bâtir sur l'équilibre institutionnel du troisième paquet qui est réalisé entre l'ACER et l'ENSOE, notamment pour l'élaboration des codes de réseau, ce corps de normalisation technique, par un système qui est quand même itératif et intéressant, plutôt que donner le pouvoir à l'ACER ou une institution qui affirmerait un rôle et serait peut-être d'ailleurs embêtée de l'affirmer toute seule sans avoir cette procédure très itérative en termes de normalisation. Je pense qu'on peut aussi s'intéresser à une dimension plus politique de coopération régionale à laquelle la dimension technique ne pourra pas substituer. C'est-à-dire les ROC ne pourront pas, enfin les Regional Security Coordination ou les RCC, je crois c'est comme ça que les appelle le rapport Carins, sont des objets techniques et il faut les laisser à cette place-là. Et s'il faut une coopération politique ou une coopération entre les régulateurs, celle-ci doit apparaître à bon niveau et certainement pas se substituer par une sorte de transfert de compétences techniques qui ne dirait pas son nom. Un autre exemple, et j'arrive bientôt à la fin de mon intervention, c'est la valorisation du potentiel d'effacement au travers de différents outils. La France, dans ce contexte, dans cette matière, fait quasiment preuve de modèle, je crois, en Europe. On a le système électrique le plus ouvert aux effacements. Je serais intéressé d'ailleurs, et je écouterai avec attention l'intervention de la SEDC cet après-midi. L'UFE également vient de produire un avis qui fait une part à ce sujet-là. Il ne faut pas non plus faire obstacle à des dispositifs qui fonctionnent. Là, je viendrai sur le sujet, par exemple, d'utilisation des rentes de congestion, dont la proposition de règlement sur le marché intérieur de l'électricité propose d'interdire d'utilisation en baisse de tarifs pour réserver ces recettes à des investissements ou des dépenses à venir. Mais dès lors que les tarifs régulés couvrent bien les dépenses opérationnelles et les investissements nécessaires au maintien et au développement des capacités d'interconnexion, on ne voit pas trop pourquoi on interdirait l'utilisation de telle ou telle modalité d'utilisation des recettes d'interconnexion comme le propose le paquet. Il faut laisser l'ensemble des outils à la disposition des régulateurs. Il ne faut pas non plus fermer la porte aux innovations potentielles pour la gestion des réseaux qui pourraient bénéficier aux consommateurs.
Dans un contexte plus volatile, on a besoin de maîtriser les outils de flexibilité pour gérer le réseau et pourquoi pas, dans certains cas, et quand le marché ne peut fournir à des conditions raisonnables, avoir une détention d'outils de flexibilité, des services systèmes auxiliaires ou aussi voire du stockage. D'autres débats n'ont été qu'amorcés dans la première phase de discussion du paquet énergie. Par exemple, la justification des mécanismes de capacité, dont celui que nous mettons en œuvre en France, et celui des réserves stratégiques qui sont mis en œuvre dans d'autres États membres pour assurer les investissements nécessaires à la sécurité d'approvisionnement. Il faudrait s'assurer du respect des principes de subsidiarité et le respect des règles de concurrence une fois que la DG Concurrence, la Commission, par le voie des règles de concurrence, a rendu son avis. Un autre sujet moins exploré par le paquet énergie nous semble l'articulation du marché de gros et du marché de détail et l'articulation des rôles des distributeurs et des transporteurs. Pourtant, c'est un sujet pour nous assez fondamental. Il est important que les consommateurs européens puissent accéder aux nouvelles potentialités des solutions locales ou des collectivités énergétiques locales. Mais pour autant, il ne faudrait pas perdre la sécurité et la maîtrise des prix que garantit un marché européen intégré. C'est-à-dire ne pas risquer une fragmentation de marché et un conflit de responsabilité entre opérateurs locaux et opérateurs en charge du système électrique plus global. Donc, pour conclusion, je dirais que la solidarité entre territoires doit demeurer l'un des principes directeurs de la transition énergétique et du paquet énergie. Je m'arrêterai là pour laisser la place au panel et aux autres interventions de la matinée et qui viendront certainement compléter la vision transport d'électricité que je viens d'esquisser. Je vous remercie pour votre attention.